Et cette première expérience, vous allez voir, a été plutôt positive et fait que les agents aujourd'hui veulent continuer à travailler de façon régulière. Je vais vous montrer avec des chiffres. Donc d'abord, 2020, le télétravail est passé d'une pratique assez marginale avant le premier confinement à une pratique par la force des choses, je dirais, qui a été plutôt courante. Si on regarde les chiffres ici et l'évolution un petit peu de l'histoire au cours de l'année 2020, on avait seulement 13% des agents du public, toutes fonctions publiques confondues, qui pratiquaient le télétravail au moins un jour par semaine. Donc une pratique qui était vraiment très peu répandue, on peut le dire. À titre de comparaison, dans le privé, on était avant le premier confinement, dans cette étude en tout cas, les salariés nous disaient à 24% télétravailler au moins une journée par semaine, donc quasiment 2 fois plus que dans le public. Ensuite, premier confinement, quasiment la moitié des agents basculent finalement dans un télétravail, je dirais, qui est plutôt contraint. Et ensuite, au moment du passage, de la fin du confinement et de la possibilité de retourner travailler de façon physique, on a finalement seulement 22% qui ont continué le télétravail au moins un jour par semaine. Donc, vous voyez, ça reste assez peu, mais c'est quand même un peu plus d'1 sur 5. Et surtout, si on compare à ce qu'on avait avant le premier confinement, on est là aussi dans une proportion qui est presque 2 fois plus élevée. Donc, une pratique qui commence à se répandre au sein des agents du public. Et pendant le deuxième confinement, on a un retour à la situation pendant le premier confinement, mais comme les règles étaient un petit peu plus strictes, la proportion reste un tout petit peu plus faible. Donc, globalement, un télétravail qui s'est développé. On peut dire que ce télétravail a quand même bousculé l'organisation et que les administrations ont été prises au dépourvu, on peut dire 2 fois de suite. Bon, le premier confinement, on va dire, c'est plutôt normal, c'était tout sauf prévu. Et on a 73% des agents qui déclarent que leur organisation n'était pas prête pour ce passage brutal en télétravail. Alors, vous voyez, dans le privé, c'est quand même aussi le cas, on a 52%, donc quand même la moitié des salariés qui déclarent la même chose, mais c'est beaucoup plus faible. Et quand on regarde ce qui se passe au deuxième confinement, finalement, on a quasiment une moitié des agents qui nous dit en fait, malgré les mois qui ont passé et cette habitude qui s'est instaurée quand même pendant le premier confinement, mon organisation n'était finalement pas mieux préparée après ce deuxième confinement. C'est tellement, je dirais, une révolution et un changement, que ce soit au niveau des habitudes, mais aussi, par exemple, au niveau des outils. Et vous allez voir après, la question des outils est très importante, que finalement, ces quelques mois qui se sont passés n'ont pas suffi à faire qu'on était bien préparé, en tout cas pour selon la moitié des agents publics. Ces chiffres sont très différents pour la fonction publique hospitalière. Ils sont toujours bien plus forts. Dans la fonction hospitalière, on nous dit très, très majoritairement qu'on n'était pas prêt pour passer en télétravail, mais c'est aussi parce que finalement, pour beaucoup de métiers dans cette fonction-là, ça n'est tout simplement pas possible. Donc pourtant, les organisations n'étaient pas prêtes, mais pourtant, les agents l'ont quand même bien vécu. Il nous semblait important de leur poser la question de savoir comment ils l'avaient vécu. Alors, on l'a posé d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel. Donc, d'un point de vue professionnel, ils sont 2/3 à nous dire qu'ils l'ont bien vécu, ce confinement. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de noter que cette proportion est plus forte quand on leur pose la question sur le côté professionnel que sur le côté personnel. D'un point de vue personnel, le confinement, c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus difficile à vivre pour différentes raisons. Alors, pourquoi ça a été bien vécu dans l'ensemble? C'est parce que le télétravail, mais vous le savez, il y a beaucoup quand même d'avantages, au premier rang desquels le gain de temps. On a 68% des agents du public qui nous disent que le télétravail pour eux est synonyme de gain de temps, donc c'est assez massif. Et vous allez voir d'ailleurs, sur quels que soient les avantages ou inconvénients qu'on trouve au télétravail, c'est intéressant de noter qu'il n'y a pas d'écart finalement, très très peu, voire pas du tout, entre la fonction publique et les salariés du privé. Là, c'est vraiment des avantages et inconvénients qui sont partagés de façon assez large, et quel que soit d'ailleurs privé ou public, mais aussi les catégories de population, on va partager les mêmes opinions.
Donc, gain de temps, premier avantage, et quasiment au même niveau aussi un gain d'efficacité dans son travail, notamment parce qu'on va être beaucoup plus au calme, moins dérangé en tout cas. Alors, même si après, il y a tout ce qui est bien sûr appel, visio, etc. Mais en tout cas, la capacité à se concentrer reste quand même bien plus forte en télétravail. Et troisième avantage aussi, hein, le confort de travail, mais les deux sont quand même liés, hein, notamment gain de temps et efficacité, fait qu'on travaille dans des conditions plus confortables aussi, le fait d'être chez soi dans un environnement connu. Ça n'empêche pas, hein, d'ailleurs, mais c'est un sujet peut-être plus précis, mais qu'il y a aussi des contraintes je dirais, de confort technique, sur comment on est assis, comment notre écran est positionné par rapport à nous, etc. Il y a quand même des sujets et des améliorations à apporter, mais d'un point de vue général, le confort est quand même fortement associé au télétravail. Après, il y a quand même des inconvénients. On nous cite, mais de façon la plus minoritaire, les mots galère et les mots stress. Mais vous voyez, c'est quand même dans des proportions qui sont beaucoup plus faibles. Donc, au global, pour les salariés du privé comme du public, des avantages qui sont certains. Et notamment, un meilleur. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a sauté là au moment du passage en plein écran. Je suis désolée, c'est pas très. Je crois que ça se chevauche. Donc, au global, un meilleur équilibre vie personnelle, vie privée pour une majorité. Alors, c'est une petite majorité, hein, 56% dans le public, 60% dans le privé. Mais globalement, on arrive aussi mieux à gérer parce qu'on est en télétravail et chez soi les questions plus personnelles. Ça, c'est quelque chose qui est moins cité par contre par les jeunes, les plus jeunes, et beaucoup plus cité par la tranche d'âge, je dirais, intermédiaire, et dont on peut supposer, dont on sait qu'il est celle qui a des enfants. C'est vrai que le fait de travailler à la maison facilite quand même grandement la vie des parents et permet quand même un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Alors, ça a quand même aussi un inconvénient, hein, c'est des horaires de travail étendus et globalement, en fait, une frontière qui va être plus floue, hein, justement, entre ces deux types de vie, hein, même si les deux, justement, sont aujourd'hui difficiles à séparer et vont s'entremêler avec des avantages, mais aussi des inconvénients, comme des horaires de travail étendus et le fait de devoir un peu plus, peut-être, entrecouper sa journée et prolonger le travail le soir, ou plutôt le matin, bien sûr. Donc, globalement, c'est une expérience positive et ce qui fait qu'on a envie de la reproduire. Hein, si on se projette un petit peu à l'avenir et peut-être dans une situation hors Covid, hein, si tant est qu'elle arrive un jour, on a quand même 75% des agents du public qui souhaitent télétravailler au moins 2 jours par semaine à l'avenir. Donc, c'est pas seulement du télétravail ponctuel, mais c'est bien quasiment une moitié de semaine. Donc, c'est quand même, voilà, ça montre l'attrait pour le télétravail. Et c'est un attrait qui est très fort dans le public, un petit peu moins fort quand même que dans le privé, mais vous voyez, ça reste quand même très forte. Et cette volonté de passer en télétravail est quand même plus forte, il faut le dire, chez les jeunes que chez les plus âgés, les plus de 50 ans. D'ailleurs, au global, le pronostic, hein, sur qu'est-ce qui va se passer à l'avenir, il est plutôt en faveur du télétravail. On pense que ce n'est pas quelque chose qui va se cantonner finalement à cette situation particulière que l'on vit aujourd'hui, mais qu'elle va laisser des traces durables. Et ainsi, 59% des agents du public pronostiquent qu'il y aura davantage de travail à distance et que ce qu'on vit aujourd'hui va avoir un impact durablement sur les façons d'organiser le travail. Donc, ce n'est pas seulement, je dirais, finalement, la question du télétravail, mais c'est aussi derrière toute la façon de travailler qui est chamboulée avec la façon de gérer les relations avec ses collègues, la façon de manager, d'être managé, d'organiser son temps. Enfin, c'est bien plus que le simple fait de travailler de chez soi qui est bousculé. Alors, il y a quand même des freins, deuxième enseignement de cette étude, hein, il y a quand même des freins à la fois techniques et culturels au développement du télétravail dans la fonction publique. Les 2 freins principaux, c'est avant tout le manque d'outils adaptés
Et le deuxième, plus peut-être dur à bouger, c'est un vrai frein culturel avec quand même une tendance au présentéisme qui reste assez forte et qui n'est pas l'apanage du public, hein. D'ailleurs, cette tendance au présentéisme, on retrouve la même dans le privé. Et une image, alors, qui pour le coup est peut-être plus marquée dans le public, qui reste assez empreinte de préjugés et le sentiment que finalement, si on est en télétravail, on est un petit peu planqué chez soi et qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc, quand on leur demande aux agents quelles sont les principales raisons qui rendent difficile le développement du télétravail selon eux, alors il y a une réponse qui est très nette, hein, qui apparaît clairement, c'est le problème d'équipement, avec 61% des agents du public qui nous citent cette raison-là, le manque d'outils, de logiciels, de matériel, première raison. Mais également, deuxième raison, un problème culturel en disant que ça n'est pas vraiment dans la mentalité dans la mentalité de leur équipe, de leur structure. Et troisième raison, qui est peut-être aussi liée, c'est le manque de confiance de la part des managers, avec cette impression que si on n'est pas sous les yeux de son manager, eh ben, c'est que finalement, on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut et pas forcément son travail correctement. Donc ça, c'est vraiment les trois principaux freins. Et ce qu'il est intéressant de noter là, c'est que pour le problème d'équipement, c'est une vraie spécificité de la fonction publique. On cite beaucoup plus cet argument dans la fonction publique que dans la fonction privée. À titre illustratif, c'est 39% seulement dans la sphère privée. En revanche, le problème culturel, le manque de confiance de la part des managers, ça, c'est des choses qui nous sont citées dans les mêmes proportions que par les salariés du public que par les salariés du privé. Donc, ça, pour le coup, ce n'est pas une spécificité du public. Peut-être un point à ajouter qui n'est pas là présent dans les chiffres sur le slide, mais c'est qu'un des freins aussi qui est soulevé, alors dans une moindre mesure, c'est aussi le manque de moyens financiers qui est relevé par quasiment un quart des agents du public, alors que c'est très peu cité dans le privé. Donc, si on devait donner deux spécificités de la fonction publique sur cette question, c'est vraiment l'équipement et les moyens financiers. Et d'ailleurs, clairement, les agents du public estiment que les outils qui sont fournis par leur employeur ne sont globalement pas suffisamment adaptés au télétravail. Vous voyez, on a 51% qui nous disent oui, ils le sont, 49% qui disent non, ils ne le sont pas. Donc, il y a un vrai clivage sur cette question, quand dans le privé, c'est plutôt bien noté et recueilli plutôt positivement. Sur l'accès aussi aux documents à distance, on a quasiment les mêmes proportions, moitié-moitié pour le public, quand dans le privé, c'est beaucoup plus répandu et beaucoup plus facile d'accéder à ces documents à distance. Autre problème, autre frein, le côté culturel, hein, comme je le disais au début. Les salariés du public partagent très largement l'opinion selon laquelle dans leur organisation, il y a une culture du présentéisme, 65%, et que les gens restent au bureau pour montrer qu'ils travaillent. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas, hein, qu'ils font semblant, mais ça veut dire que quand même le fait d'être là, ça montre qu'on travaille et qu'on n'est pas en train de faire autre chose, ce qui ne peut pas être le cas quand on est en télétravail. Et vous voyez, là, il y a très peu, pas du tout, d'écart même avec le public. Donc, ça va peut-être un peu à l'encontre de ce qu'on pourrait imaginer avec une culture du présentéisme qui serait plus forte dans le public. Visiblement, ce n'est pas le cas. Autre point un peu plus culturel aussi, c'est le fait d'être considéré comme un planqué quand on travaille à distance. Ça, pour le coup, c'est un tout petit peu plus fort dans le public. Vous voyez, il y a quand même 53% des agents qui partagent cet avis et 46% dans le privé. Donc, des freins liés aux outils et liés à des questions plus culturelles. Troisième enseignement de l'étude, le confinement s'est avéré être un super révélateur, on pourrait le qualifier, des modes de travail qui préexistaient à ce basculement en télétravail. Et on se rend compte que finalement, les équipes qui avaient déjà l'habitude de beaucoup travailler en collaboration, il y avait une grande confiance des managers dans les collaborateurs, etc., sont des équipes dans lesquelles le passage en télétravail a été moins brutal et c'est finalement mieux passé. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais. Le télétravail a été d'autant mieux valorisé, vécu plutôt, qu'il y avait avant ce basculement une organisation et une culture de travail plutôt ouverte, dans la transparence, avec un esprit d'équipe et une confiance entre managers et collaborateurs. Donc, les clés d'un télétravail bien vécu, semble-t-il, c'est d'abord la transparence. On se rend compte que dans
les personnes qui nous ont déclaré que dans leur organisation, l'échange d'informations était encouragé, et ben, ce sont aussi les personnes qui nous disent qu'ils ont plutôt bien vécu le confinement d'un point de vue professionnel. Hein. Vous voyez, 71% des agents qui travaillent dans des organisations où l'échange d'informations est encouragé ont bien vécu le confinement. Et c'est 10 points de plus par rapport à ceux qui estiment ne pas être dans une organisation où l'échange d'informations est encouragé. Et de la même façon, sur le gain de temps, on a 12 points d'écart entre ceux qui travaillent dans une équipe où la collaboration est valorisée versus ceux dans laquelle ça ne l'est pas. De la même façon, les organisations dans lesquelles la hiérarchie fait confiance aux collaborateurs ont mieux vécu le confinement. Donc tout ça pour montrer que finalement, le télétravail, ce n'est qu'un révélateur et que ce qui se passait bien avant de façon, je dirais, physique dans une équipe, continue à bien se passer en télétravail. Et quand, à l'inverse, il y a des problèmes de confiance, il y a des problèmes de management dans une équipe, et ça peut être exacerbé en télétravail et ça rend du coup ces questions de management et de travail collaboratif d'autant plus crucial quand on passe dans un mode d'organisation en télétravail. Dernière partie et dernier type d'enseignement de l'étude, peut-être sur un sujet un petit peu plus, qui peut paraître en tout cas en premier abord un peu plus loin du sujet spécifique du télétravail, mais c'est la question de la protection des données. Mais voilà, il est vrai que quand on est en télétravail, eh bien, on est amené à héberger des documents sur le cloud, peut-être plus que quand on est en travail au bureau. On va beaucoup plus, et on est un exemple aujourd'hui, échanger par visio que dans des salles de réunion, chatter, utiliser les mails, etc. Donc, du coup, il y a cette question de l'hébergement des données et du partage des données qui peuvent être personnelles, confidentielles, etc., se pose de façon accrue. Et donc, la question des logiciels et des outils qui sont utilisés devient importante. Alors, il se trouve que l'étude qu'on a réalisée était donc pour Wimi, qui est justement un fournisseur de logiciels et d'outils français. Hein, donc, c'est aussi pour ça qu'ils ont fait l'étude. Et finalement, les enseignements que je vais vous présenter et partager avec vous vont tout à fait dans leur sens. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un manque de connaissance de finalement les outils qu'on utilise, qu'est-ce qu'ils sont, qui les héberge, comment ça se passe finalement. Globalement, on n'en sait pas grand-chose, alors que c'est un vrai sujet et qui peut être préoccupant. Et deuxièmement, qu'il y a un vrai patriotisme aussi dans ce sujet-là, c'est-à-dire que le consommer local, le consommer français, ça vaut pour, je dirais, pour la nourriture, pour les aliments, les fruits et légumes, etc. Mais ça vaut aussi en fait pour les logiciels et globalement, les Français, hein, que ce soit du public ou du privé, appellent très largement l'État et les entreprises à utiliser des logiciels qui sont, si ce n'est français, au moins européens. Donc, on posait la question de savoir si les personnes interrogées, les répondants, faisaient confiance aux différents logiciels en fonction de leur nationalité. Vous avez là les résultats sur l'ensemble, hein, c'est-à-dire qu'ils soient salariés du privé ou du public, puisque les résultats sont globalement vraiment les mêmes hein, où qu'on travaille. Et donc, vous voyez qu'il y a une grande confiance, hein, globalement, 7,1 sur 10 dans les logiciels français, un petit peu moins dans les logiciels européens. En revanche, il y a un vrai décrochage avec la confiance dans les logiciels américains, qui sont pourtant globalement hein, ceux qu'on utilise, et un vrai décrochage avec les logiciels chinois. Et quand on regarde la question dans l'autre sens, hein, finalement, non pas en note moyenne, mais en regardant plutôt ceux qui ne font pas confiance au logiciel suivant, vous voyez, c'est assez massif. Il y a quasiment 3/4 des salariés qui travaillent en bureau qui ne font pas confiance au logiciel chinois et la moitié au logiciel américain. Or, comme je le disais, c'est quand même plutôt ceux qui sont le plus répandus. Et donc, globalement, hein, du fait de cette moindre confiance, on pense que l'État devrait réaliser au moins la moitié de ses achats auprès d'acteurs européens, 85%, et encore plus, vous avez là le chiffre pour les acteurs français, 91% qui pensent qu'on devrait privilégier des logiciels français. Donc, c'est très massif. Et de la même façon pour ce qui se passe dans le privé, il n'y a pas que la fonction publique hein, qui est appelée ici, c'est les entreprises également. 84% pensent que les entreprises devraient réaliser leurs achats auprès d'acteurs européens et 88% auprès d'acteurs français. Donc, cette question du patriotisme vaut aussi pour les outils. Voilà globalement ce que je pouvais vous dire sur les résultats de cette étude. Merci si beaucoup. Vous avez des questions,
Merci Sarah. Oui, donc si vous avez des questions, posez-les bien sur le chat et Armelle Deboisse, responsable de la formation tout au long de la vie à l'ANSSI, va relayer ces questions à Sarah. J'en profite pour dire que je suis accompagnée aujourd'hui par Grégoire et Guillaume qui ont réalisé l'étude avec moi. Que, voilà, si vous avez des questions, que ce soit eux ou moi, on pourra tenter d'y répondre. Bonjour à eux. Hein. Ils sont incognito. Ça va risquer. Bonjour à tous. Bonjour. Une première question de précision. Vous avez évoqué le secteur privé. Et Muriel Coulon vous demande quels sont les secteurs. Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers qui ont été sollicités dans le privé? Alors, dans le privé, c'est comme dans le public, on a un échantillon qui est représentatif des salariés de bureau, parce qu'effectivement, d'ailleurs, dans la fonction publique, c'est pareil. On avait un filtre en début de questionnaire pour savoir si les personnes travaillaient dans un bureau au moins un jour par semaine. Donc, ceux qui ne travaillent pas du tout dans un bureau n'étaient pas interrogés ici. C'est quand même utile à avoir à l'esprit. Et donc, au sein de ces salariés qui travaillaient dans un bureau, on était représentatif, c'est-à-dire que même pour le secteur privé, on avait des quotas et donc on a représenté tous les secteurs. Alors, bien sûr, le secteur des services, par exemple, pèse beaucoup plus que les autres secteurs. Donc, on a quand même majoritairement des salariés issus des services dans l'échantillon. Mais on peut très bien avoir des salariés de bureau qui travaillent dans la construction, dans le commerce, etc. Enfin, c'est vraiment tous les secteurs qui sont représentés. Alors, justement, pour ces professionnels de bureau dont vous parlez, Tom Richard vous demande si vous pourriez préciser cette notion et si en bibliothèque, vous pensez que les magasiniers pourraient entrer dans cette définition. Alors, dans la mesure où c'était, je dirais, une perception, c'est-à-dire que nous, on a interrogé je dirais, des personnes lambda et on leur posait la question, est-ce que vous travaillez dans un bureau au moins un jour par semaine? Donc, si un magasinier dans une bibliothèque considère qu'il est dans un bureau au moins un jour par semaine, il pouvait tout à fait faire partie de l'étude, oui. C'était pas, vous voyez, c'était vraiment basé sur la perception de chacun. Après, on a des échantillons qui sont de 500, vous voyez, donc 500 dans le public et 500 dans le privé. Donc, je dirais chaque sous-ensemble reste finalement assez peu représenté. On a une diversité, mais de là, après pouvoir aller vraiment finement dans le détail, il faudrait des échantillons qui soient plus larges, oui. Question sur la question des logiciels dont vous avez parlé et Muriel Coulon vous demande quels critères ont été retenus pour la question de ces logiciels. Quels critères vous voulez dire quel type de logiciel ou Quelle question ont été posées? Quelle question? Ouais. Quelles questions ont été posées sur les logiciels? Alors, globalement, il y en avait plusieurs. C'est vrai qu'on ne les a pas toutes présentées là. Il y en avait sur est-ce que les outils sont plutôt là pour vous faciliter la vie ou au contraire vous la compliquer? Bon, globalement, là, on ne l'a pas présenté parce que les résultats sont quand même très, très positifs et on est quand même d'accord pour dire que ces outils, ils nous facilitent la vie. Est-ce que les outils qui ont été déployés depuis le confinement étaient les bons outils? Parce que c'est vrai que, comme je disais au début, il y a quand même eu une certaine surprise dans ce premier confinement. Il a fallu s'adapter de façon très rapide. Et globalement, des outils ont été déployés dans cette période-là. Mais malgré cela, on n'a pas encore aujourd'hui le sentiment que les outils qui ont été développés sont vraiment les bons outils pour faciliter le télétravail. Par exemple, à la question, donc votre organisation a déployé les bons outils pour faciliter le télétravail depuis le confinement de mars 2020. On a seulement 44% des agents qui nous disent oui. Et c'est par exemple seulement 26% dans la fonction publique hospitalière. Donc ça reste quand même totalement perfectible en termes de développement des outils.
Et un autre point qui était intéressant aussi à souligner, c'est que quand on leur demande est-ce qu'ils savent de quel pays viennent les solutions de travail collaboratif qu'ils utilisent, que ce soit pour les visios, pour le partage de documents, etc. Et bien finalement, très très peu savent nous dire oui, quand bien même certains, bon c'est Microsoft hein, quand même pour beaucoup, finalement on ne sait pas forcément dire. On a plus de 80% hein, des agents qui nous répondent ne pas savoir dire d'où viennent les solutions. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que justement, ça les intéresse, cette question. C'est-à-dire que pour une partie quand même assez majoritaire, hein, c'est bon, finalement, on ne se pose pas la question et on prend ce qu'on nous donne. Mais pour quasiment un tiers des agents, c'est un sujet qui a son importance. Hein. Vous voyez, il y en a 30% qui nous disent non, je ne sais pas, mais je me pose la question, cela a son importance. Donc, ce n'est pas un sujet très... quand on parle beaucoup, mais c'est un sujet qui a son importance. Voilà. Et après, il y avait d'autres questions, mais que je vous ai présentées sur la confiance dans les différents logiciels et applications en fonction de leur nationalité, et puis la préférence de nationalité en termes d'achat, que ce soit pour l'État ou pour le privé. Si, il y a une petite question, Céline Mantelet, qui vous demande si vous pourriez redonner le pourcentage des agents qui veulent continuer à télétravailler après la crise. Là, oui, voilà. Tout à fait. Alors, en fait, tout dépend quelle durée, parce que globalement, ils sont 75% à vouloir... Ils sont que 25%, si on prend l'envers. Ils sont que 25% à dire qu'ils ne voudront à l'avenir jamais faire de télétravail. Et donc, ils sont 75% à déclarer vouloir en faire au moins une fois par mois. Et si on regarde après en termes de fréquence un peu plus détaillée, on en a quand même 19%, donc on va dire un agent sur 5 qui souhaiterait en faire plus de 2 jours par semaine, et 23% 2 jours par semaine. Donc, vous voyez, ça fait 42%, si je calcule bien, qui veulent travailler au moins 2 jours par semaine en télétravail. Donc, c'est vraiment pas négligeable, hein. Ça veut dire quasiment une moitié de la semaine travailler de chez soi. Donc, c'est là où on se rend compte que la crise que l'on vit aujourd'hui et qui commence à s'éterniser a vraiment fait prendre des habitudes et que ça a aussi du bon, et qu'on veut qu'il en reste quelque chose par la suite. Et un point qui est intéressant à noter aussi sur ce sujet, c'est que autant dans le privé, on a des écarts hommes-femmes, par exemple, sur la pratique du télétravail, avec une pratique du télétravail qui est beaucoup moins répandue chez les femmes. Alors, ça peut paraître surprenant, mais c'est quand même aussi, c'est beaucoup lié à la nature des métiers, en fait, hein, avec, comme je disais en introduction, on ne peut pas tout faire en télétravail, et il y a des métiers qui restent physiques. Et bon, bizarrement, c'est quand même chez les hommes que le télétravail est le plus développé. C'est aussi parce qu'il y a plus de cadres, certainement, hein, chez les hommes, et on sait que le télétravail est plus développé chez les cadres. Donc ça, c'était pour le privé. Et dans le public, l'écart homme-femme, il est très faible. Sur la totalité des questions de l'enquête, on n'a quasiment aucune différence entre les hommes et les femmes, et y compris sur ces questions précises de fréquence de télétravail. Donc, ce n'est pas un sujet qui serait vraiment à l'apanage d'un genre, on va dire, des hommes ou des femmes. C'est vraiment répandu de la même façon partout. En revanche, ça l'est un petit peu plus chez les jeunes que chez les seniors. Voilà, il y a quand même un petit clivage d'âge si on devait en trouver. Et puis après, il y a des clivages aussi, bien sûr, selon le fait d'être cadre, justement, ou pas, avec un télétravail qui est quand même plus développé et plus facile, je dirais, chez les cadres. Et ça, d'autant plus dans le privé. Et donc en Ile-de-France, du coup, parce que vu que les cadres sont plus de cadres en Ile-de-France, c'est quand même aussi, a priori, plus amené à se développer en Ile-de-France que dans les régions. Mais encore une fois, ça c'est plus lié à une structure de population que vraiment à un effet régional. Merci. Alors, les questions se succèdent. Paula Miglio vous demande comment expliquer cette double conclusion que le télétravail est d'un côté perçu très positivement quant à son efficacité, et puis pourtant les préjugés négatifs persistent. On parlait de planqué, absentéisme, etc. Est-ce que vous avez une explication?
Je dirais que c'est pas lié de toute façon, la culture du présentéisme, elle n'est pas liée qu'au télétravail. Elle existait avant le télétravail et vous voyez d'ailleurs, il n'y a pas d'écart entre public et privé sur cette question. Finalement, elle se pose même quand on est au bureau, hein, que ce soit à quelle heure on arrive le matin, à quelle heure on part le soir, quel temps prend la pause déjeuner, etc. Il y a quand même des vrais freins là-dessus et qui sont finalement existants, qu'on soit en télétravail ou pas. Après, ça dépend vraiment des équipes, hein, et comme je le disais à un moment dans la présentation, les problèmes, je dirais, dans les équipes, que ce soit sur la confiance des managers, que ce soit sur la capacité à travailler en équipe, à partager des documents, des informations, etc., c'est finalement des choses qu'on rencontre quand on est au travail au bureau et qui sont exacerbées en télétravail, mais finalement, ce n'est pas le télétravail qui crée ce genre de problèmes et de difficultés. C'est juste un super révélateur, comme on disait, où ça exacerbe les problèmes, mais ça ne les crée pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... La personne qui l'a posée nous le dira. Pendant ce temps, j'ai 2 questions qui sont sur la suite de cette enquête vraiment intéressante. Est-ce que vous envisagez une enquête de même nature dans quelque temps? Et est-ce que vous envisagez une enquête de même nature au niveau européen? Alors écoutez, moi j'aimerais bien, hein, effectivement. Bon, déjà, cette enquête, donc, elle a été réalisée pour Winnie, mais on réalise, nous, Ipsos, beaucoup d'enquêtes sur ce sujet, hein, que ce soit pour Winnie ou pour d'autres acteurs, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde, hein, que ce soit nos clients, par exemple, dans la promotion immobilière, notamment ceux qui construisent des bureaux. Bien forcément, ils se demandent est-ce qu'ils vont devoir continuer est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à construire des bureaux, ou est-ce que finalement tout le monde va passer en télétravail, que ce soit en termes d'aménagement public. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs, et vous le savez, hein, qui sont concernés par ces sujets. Donc, on réalise des études à des échelles, je dirais, plus larges dans d'autres pays sur ce sujet-là. Mais sur cette étude spécifique qui est vraiment de comparer secteur privé et secteur public, à ma connaissance, on n'en a pas actuellement. Et pour celle-ci, alors à moins que Winnie veuille réaliser l'étude dans d'autres pays, en tout cas pour l'instant, ce n'est pas prévu. Par contre, il est bien prévu qu'elle soit réalisée à nouveau en France, puisqu'il y a vocation à en faire un baromètre au moins annuel a priori. Donc, je vous donne rendez-vous peut-être l'année prochaine pour la vague 2 avec des évolutions qui sont certainement très intéressantes à mesurer. Dans le slide qu'on a sous les yeux, Anne Mourant-Sarrazin nous parle des 25% de jamais qui sont loin d'être négligeables. Est-ce que vous avez creusé les raisons de cette position? Alors, les raisons, non. En tout cas, pas dans cette enquête. Après, on a quand même dans les freins en télétravail, il y a le frein majoritaire, hein, il est quand même lié au fait de vouloir voir ses collègues, le côté collaboratif, le côté convivial, hein, parce que travailler avec ses collègues, en fait, c'est pas seulement pour le travail, c'est aussi pour tous les échanges informels, c'est aller boire un café ensemble, c'est discuter aussi du travail, mais dans un contexte un petit peu moins formel. Et tout ça, c'est des choses qui forcément manquent beaucoup, hein, ça dans les enquêtes qu'on a fait, ça ressort très fortement, donc ça peut être une des raisons. Il y a une deuxième raison qui est la question de l'équipement aussi, parce qu'on a vu, hein, quand même globalement, ils associent pas mal le mot confort au télétravail, mais il y a quand même un vrai confort aussi à être au travail au bureau en termes de matériel, en termes, ça peut être, selon les natures de métier, ça va être très différent, mais d'accéder à une imprimante, un deuxième écran, ça peut être en termes, oui, d'avoir juste un siège confortable, un vrai bureau, enfin, tous ces sujets-là sont très importants. La configuration du logement aussi, que ce soit le logement lui-même, hein, c'est-à-dire un petit logement avec plusieurs pièces, etc., ça a aussi un impact très fort.
on a beaucoup de gens qui habitent dans des petits logements ou qui partagent leur logement avec forcément la famille et qui donc ne sont pas forcément très au calme. Donc, ça peut être un facteur. Et puis justement, voilà, le logement lui-même et puis aussi avec qui on partage ce logement. Et ce n'est pas pareil d'être en télétravail chez soi avec un vrai bureau dans une pièce à part que de devoir s'installer sur son canapé avec son ordinateur et les enfants qui courent autour quand ils sont sortis de l'école. Donc, il y a quand même des vraies différences selon les personnes sur ces sujets-là. Après, dans l'enquête, on n'avait pas énormément d'informations sur justement les conditions familiales, de logement, etc. des personnes. Mais voilà, c'est des choses qu'on a pu mesurer, dans d'autres enquêtes et dont on sait qu'elles ont un impact très fort. Et donc, j'imagine que c'est pareil dans le public que dans le privé. Merci. Alors, Claire Toussaint vous demande si vous savez si l'image et la perception du télétravail a évolué suite aux différents confinements. Oui, tout à fait. Oui. Le fait d'expérimenter le télétravail fait qu'on va avoir une meilleure image de ce télétravail. Ça peut faire peur parfois à ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté, avec notamment le fait d'être en totale autonomie, d'être isolé, seul dans son coin, etc. Enfin, il y a plein de freins. Et finalement, une fois qu'on l'expérimente, c'est une expérience, vous l'avez vu dans les chiffres, qui est plutôt positive. Et donc, ça donne envie de continuer. Et quand dans les enquêtes, on regarde la différence de perception entre ceux qui faisaient déjà du télétravail avant les confinements et ceux qui n'en faisaient pas, la perception de ceux qui télétravaillaient avant est bien meilleure, ils ont bien mieux vécu les confinements, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une forme quand même d'habituation, on intègre les choses et du coup on le vit d'autant mieux qu'on a pu développer des habitudes et l'expérimenter concrètement. Donc la réponse est oui, bien sûr, ça s'est amélioré, je dirais, au fil du temps, avec quand même un effet, je dirais, un retour de bâton quand même, qui est la lassitude que ça peut créer dans plus un contexte où on a aussi non seulement le télétravail, mais aussi des contraintes de couvre-feu, voire donc de confinement à certains moments, et donc vraiment ce sentiment qu'on est un peu métro boulot dodo, enfin justement pas métro boulot dodo, mais d'avoir toujours un jour sans fin qui recommence, de voir beaucoup moins de monde qu'en temps normal, et ça pour le coup ça peut peser sur le moral. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit que finalement entre les confinements, quand on a eu la possibilité de se rendre sur son lieu de travail, globalement une bonne partie des salariés ont saisi cette occasion et y sont allés. On a encore quelques minutes. Une question de Nathalie Dupasquier qui demande si le panel interrogé est représentatif de l'ensemble du territoire français, Paris, grande ville, province, avec des tailles, des organisations de tailles très différentes. Oui, tout à fait. On a des critères vous savez, en fait, on a les statistiques de l'INSEE sur la population des salariés du privé et sur les salariés du public, et on a appliqué donc des quotas pour être représentatif en termes de genre, donc comme femmes, d'âge et de région. Donc on a bien des réponses dans l'ensemble du territoire, avec donc des écarts quand même assez faibles selon les régions. Comme je l'ai souligné rapidement à un moment, l'écart le plus important qu'on peut voir, c'est quand même entre Île-de-France et le reste des régions, mais pour la simple raison qu'en Île-de-France, on a beaucoup plus de cadres en proportion que dans le reste des régions, et que le télétravail est une pratique beaucoup plus répandue chez les cadres que dans les autres catégories de la population. Donc je dirais que c'est pas vraiment un critère régional en fait qui joue là. Après, voilà, entre rural et urbain, par exemple, il y a aussi des écarts, mais qui sont liés là aussi à la nature des entreprises et des types de métiers qu'on exerce dans les différents territoires. Une question, alors peut-être un petit peu en parallèle de cette étude, dans une période normale, entre guillemets, est-ce que vous savez si les personnes privilégient le travail à la maison ou le travail dans des espaces collectifs dédiés, coworking, etc.
Oui, tout à fait. Donc, pas au bureau, mais dans des espaces, des espaces tiers de travail. Globalement, dans les études qu'on a pu mener, si on a le choix entre télétravailler chez soi et télétravailler, c'est-à-dire donc pas dans son entreprise, mais dans un lieu tiers, on va quand même privilégier chez soi. Hein. Il y a quand même beaucoup enfin, ça se développe en tout cas, les endroits où on peut aller pour travailler. Quand on est salarié, c'est pas forcément des choses qu'on va saisir. C'est beaucoup plus utilisé par les professions libérales qui vont trouver des vrais avantages en termes d'échanges avec d'autres professionnels de même type, du matériel, etc. Mais pour les salariés, il y a quand même une préférence sur le travail à la maison plutôt que dans un lieu tiers, avec quand même peut-être une différence sur ceux qui habitent vraiment très loin de leur lieu de travail et qui ont des conditions à la maison pas forcément idéales pour travailler, qui vont peut-être plus privilégier ce genre de lieu, c'est-à-dire ne pas être chez soi, mais aller quand même moins loin que sur son lieu de travail. Mais sinon, globalement, on préfère quand même le travail à la maison, oui.